Ce soir, Valéran de Saint-Just, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau politique du Front National, candidat aux élections régionales en Île-de-France. Manuel Valls envisage de proposer à la droite de fusionner les listes au premier tour de ces élections pour faire barrage à votre parti, notamment à Marine Le Pen dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Comment vous réagissez ? Manuel Valls a dit qu'il allait tout utiliser contre le Front National. Et nous voudrions bien savoir un jour ce que ça veut dire tout utiliser, qui nous donne un petit peu les moyens, parce que ça nous inquiète un peu quand même. Alors là, il veut cette fusion. Je crois sa proposition a été immédiatement rejetée par M. de Saint-Ignon, par Martine Aubry et même par M. Cambadélis et surtout par Saint-Ignon. Et par la droite aussi. Et par la droite aussi, oui. Mais la droite, vous me parlez de M. Valls, mais la droite, vous savez, c'est pas innocent la venue de Nicolas Sarkozy pour la première fois le 11 novembre sur les Champs-Élysées avec François Hollande. C'est pas innocent le coup de téléphone avec Cambadélis que Sarkozy a échangé pour interdire à Marine Le Pen d'aller à des paroles et des actes. En réalité, la droite, entre guillemets, avec Nicolas Sarkozy, n'est pas non plus très éloignée d'essayer de tout utiliser pour contrer le Front National. Ils s'entendent comme larrons en foire. Alors là, Valls, cette fois-ci, sa proposition, pour le moment, elle est rejetée, mais nous nous attendons à tout. Alors, il ne s'agissait pas de lui interdire d'aller sur France 2, mais bien de demander à ce que enfin, c'était la même chose, les candidats dans cette région soient présents pour débattre avec elle. On ne va pas rouvrir cette histoire. Mais cette proposition de Manuel Valls, finalement, est-ce que vous vous dites, tant mieux, c'est tout bénef pour nous, on peut ressortir notre argument de l'UMPS, ils sont tous pareils. Nous ne demandons rien. Mais oui, quand on voit l'attitude de Nicolas Sarkozy, cette proposition de Manuel Valls, qui pour le moment n'est pas acceptée, c'est certain qu'ils s'entendent comme larrons en foire pour empêcher la juste expression du vote populaire. Mais c'est pas tellement grave. Vous savez, il y a un sondage qui donne Marine Le Pen gagnante largement contre Xavier Bertrand tout seul, alors que la gauche aura disparu. Voilà, ils peuvent essayer de faire tout ce qu'ils veulent. Je crois qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose. Et c'est ça dont ils sont aperçus, qui leur fait peur contre la dynamique du Front National et de Marine Le Pen. Émeric Schauprade, eurodéputé Front National, ancien conseiller de Marine Le Pen, vient de claquer la porte de votre parti. Il l'a annoncé ici même sur ce plateau face à Laurence Ferrari en début de semaine de manière assez fracassante. Il dénonce notamment l'emprise idéologique de Florian Philippot sur votre patronne Marine Le Pen. C'est vrai ou pas ? Non, il n'y a pas d'emprise idéologique sur Marine Le Pen. Vous la connaissez, je pense, personne n'a d'emprise sur Marine Le Pen. C'est une femme libre, humainement et idéologiquement. Le départ de M. Schauprade est un tout petit phénomène dont on ne parle d'ailleurs plus maintenant. M. Schauprade n'a pas été loyal avec le Front National, notamment dans sa dernière équipée. Marine Le Pen le lui a fait savoir, il n'a peut-être pas supporté. Donc il est parti, fini M. Schauprade, on n'en parle plus. Ce qu'il a expliqué, ça raconte quand même quelque chose sur ce qui se passe en ce moment au Front National. Il incarne une tendance quand même qui existe notamment dans les proches de Marion Maréchal Le Pen, où on regrette l'influence quand même de Florian Philippot. Pas du tout. Il n'a pas d'influence sur Marine Le Pen, Florian Philippot ? Il a une influence, Florian Philippot, parce qu'il travaille. Voilà, c'est un bourreau de travail, il connaît parfaitement ses sujets, il les étudie tous, et notamment les sujets qui préoccupent le plus les Français, et c'est comme ça qu'il a de l'influence sur Marine Le Pen, c'est comme ça qu'il a de l'influence aussi sur moi, parce qu'il m'aide dans mon action politique, c'est sûr, c'est tout. En quoi il a une influence sur vous, par exemple, dans votre programme, dans ce que vous voulez faire en Île-de-France, si vous êtes élu le mois prochain ? Mais parce que sur un grand nombre de sujets, nous avons des notes de sa part, de la part de ses services extrêmement précises sur l'analyse de tel ou tel phénomène, les solutions qu'il y a à proposer, etc., etc. Et par exemple, il y a certains de ses amis qui sont sur mes listes, qui nous ont fait des propositions très précises en matière de santé, dans le cadre de mon programme régional, et je les ai immédiatement adoptés. Mais si d'autres me font des propositions précises, intéressantes et techniques, je les adopte aussi, il n'y a aucun problème. Dans votre programme Valéran de Saint-Just, il y a un certain nombre de propositions dont vous reconnaissez vous-même que vous ne pourrez les appliquer que si Marine Le Pen est élue en 2017. Ça veut dire que si elle ne gagne pas à la prochaine élection présidentielle, vos électeurs auront voté pour rien ? Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a énormément de
est élue en 2017. Ça veut dire que si elle ne gagne pas à la prochaine élection présidentielle, vos électeurs auront voté pour rien? Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui seraient à reprendre à la base. Je prends un exemple du nombre incalculable de quartiers prioritaires dans la région parisienne où la vie est devenue extrêmement difficile à cause de l'insécurité, à cause du communautarisme, etc., etc. Dans le cadre de mon programme régional, j'ai donné un certain nombre de propositions. La région peut faire certaines choses. Elle a une compétence sur la politique de la ville, l'aménagement du territoire, etc., etc., la politique du logement. Elle a une certaine compétence. Mais il est certain que dans ces quartiers, tout est à refaire depuis le début. Tout est à refaire en matière de sécurité, d'autorité, en matière d'éducation nationale. Donc ça n'est pas immédiatement de la compétence de la région. Donc ça ne sert à rien de voter pour vous. Mais si, j'ai toujours dit que nous, avec nos compétences, nous pourrions améliorer déjà la situation, mais la vraie amélioration en région parisienne, dans la banlieue de la région parisienne, comme dans les banlieues et les quartiers prioritaires les plus difficiles des grandes villes que nous connaissons, ça ne se fera sentir que lorsque Marine Le Pen aura pris le pouvoir, c'est sûr. Vous adressez votre discours justement en priorité à ces zones périurbaines, oui, à ces banlieues, oui, ces oubliées de la mondialisation, oui, ces zones qui concentrent un certain nombre de difficultés. Oui. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer à ces Nous avons détecté, évidemment, c'est pas très difficile, ce qu'on a appelé les quartiers délaissés, c'est-à-dire les quartiers de la grande périphérie de la région parisienne, le sud de l'Essonne, l'est de la Seine-et-Marne, où alors là, c'est une désertification, des problèmes de transport, le départ des services publics et, je parlais des problèmes de santé, les médecins s'en vont, les spécialistes s'en vont, avec des problèmes de transport et les gens ont beaucoup de difficultés. Et puis les quartiers sabotés, responsabilité conjointe de l'UMP, de la fausse droite et de la fausse gauche, depuis des dizaines d'années, il y en a plus de 150 dans toute la région parisienne, où alors là, en plus de ce que je viens de décrire, c'est la sécurité, c'est la délinquance, c'est le communautarisme, et la vie est devenue très difficile. Sauf que vous voulez couper les budgets. Non, pas ces budgets-là. D'autres budgets. Qu'est-ce que vous coupez comme budget ? J'ai fait des propositions, on a fait des propositions d'économie budgétaire qui pourraient aboutir à des baisses d'impôts ou à le fait d'abonder d'autres budgets prioritaires en matière d'action internationale, en matière de communication, en matière de culture et en matière d'enseignement supérieur. De culture et d'enseignement supérieur. Voilà, l'enseignement supérieur n'a jamais été une compétence de la région. Moi, j'ai une expérience importante de conseiller régional et nous avons constaté que le fait que les régions abondent autant les budgets de l'enseignement supérieur entraînait l'État qui a cette compétence principale à se désengager. Et l'État, notamment depuis que M. Hollande est élu, s'est extrêmement désengagé du financement de l'enseignement supérieur, de la recherche et des universités. Et nous voudrions, à titre politique, à titre de symbole, leur dire « Eh bien non, nous n'allons pas nous continuer dans cette dérive parce que vous, État, vous devez reprendre votre compétence et vos obligations. » Et dans le domaine de la culture, qui doit s'inquiéter ? Dans le domaine de la culture, c'est un peu la culture élitiste parisienne qui s'inquiétait entre guillemets. Le Conseil régional, depuis longtemps, veut et a acheté un certain nombre d'œuvres d'art. Ça n'est pas du tout de sa compétence. Il faut que ça cesse au profit d'une culture beaucoup plus populaire et qui aille dans la première et surtout dans la deuxième couronne de la région parisienne. Et nous voudrions, nos propositions principales sont de créer un grand festival des pratiques artistiques de la région parisienne et un autre festival de la francophonie artistique. Je pense que la région parisienne et Paris est un pôle important dans la francophonie. On n'a jamais véritablement été vers la francophonie artistique. Elle existe et nous voudrions la mettre en avant dans la région parisienne à l'aide du Conseil régional. Sauf que dans vos affiches de campagne, vous ne mettez pas particulièrement en avant la francophonie artistique, mais plutôt la peur de l'islam. On va regarder ensemble cette affiche qui a créé un tollé. Qu'est-ce que vous voulez dire avec cette affiche ? La peur de l'islam. Attendez, je vais prendre votre mot aussi. Si vous me dites la peur de l'islam, c'est que vous-même, vous me dites qu'une dame en burqa comme ça, c'est l'islam. Ça n'est pas l'islam, madame. Et c'est là, excusez-moi, où vous faites une véritable confusion. Il y a deux jeunes femmes sur cette photo. Oui, d'accord. Mais vos propos sont même, je dirais, d'une certaine gravité. Parce que la très grande majorité de nos compatriotes de confession musulmane rejettent
l'islam ou l'islam radical, l'islamisme qui oblige les femmes à porter ces burqas. J'ai pas dit le contraire. Non, si, quand même. Ça n'est pas du tout une dénonciation de l'islam, c'est une dénonciation des dérives de l'islamisme que nous dénonçons par cette affiche, qui est une affiche avec un slogan et 2 photos, et qui est destinée à être percutante. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'aspect culturel dont vous parliez avant, que vous avez choisi de mettre en avant dans cette affiche pour les banlieues. Est-ce que c'est la préoccupation première des habitants des banlieues, le problème de la burqa? Enfin, première, il y a d'autres préoccupations. Mais vous avez choisi de faire campagne là-dessus. Non, nous faisons campagne aussi sur le problème de l'emploi, sur le problème de la sécurité, mais nous faisons campagne, c'est vrai, sur le problème des dérives de l'islamisme radical, des pratiques communautarisme qui sont représentées de façon extrêmement oppressante et oppressive par le port de la burqa, qui est aussi le symbole de la démission de l'État. Parce qu'il paraît que c'est interdit, il n'y a plus un officier de police ou un gardien de la paix qui ait la moindre instruction pour aller réprimer cela. Au contraire, on leur a dit ne faites rien. Donc par cette affiche, nous dénonçons en même temps ce dont nos compatriotes musulmans souffrent beaucoup et le laxisme institutionnalisé de l'État. Merci beaucoup Valérand de Saint-Just d'avoir été l'invité d'ITélé ce soir, membre du